Bon, moi, je suis vraiment très, très, très heureux d'être là avec vous. Vous, ça c'est peut-être votre première conférence, mais moi, c'est aussi ma première conférence avec un public aussi jeune. D'habitude, moi, je travaille à l'université, donc j'ai des élèves qui sont beaucoup, beaucoup plus grands. Donc, c'est aussi une première pour moi. C'est ma première conférence aussi pour vous. Et donc, on va parler des grottes. Mais avant ça, je vais peut-être me présenter. Donc, je m'appelle Jean-Jacques Delannoy. Je suis ce qu'on appelle un spéléologue. Alors, un spéléologue, c'est quelqu'un qui va explorer donc, les grottes, le monde souterrain. Un petit peu, il y a les alpinistes qui vont plutôt explorer les montagnes, les sommets, et moi je descends sous terre pour aller voir ce qui se passe sous nos pieds. Et ça, c'est l'endroit où je travaille. Donc moi, je travaille à l'université qui est tout près de Chambéry, à côté de ce grand lac qu'on appelle le lac du Bourget. Et ça, c'est l'endroit où je travaille, ici. Et puis là, ce que vous voyez, ce sont mes élèves qu'on voit en dessous. Donc ça, c'est pour un petit peu pour dire qui je suis. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce qu'on va voir. Alors, on va parler d'un monde un peu particulier, parce que c'est un monde qu'on ne voit pas du tout quand on est en surface. Quand on se promène ici, par exemple, sur un grand plateau de l'Australie, mais ça pourrait être d'ailleurs, hein, eh ben, ce monde dont je vous parlais, il ne se voit pas, on ne le voit pas, impossible de le voir. Pareil, si on va sur la mer, sur l'océan, on peut se promener sur cet océan pendant des milliers et des milliers de kilomètres. C'est aussi un milieu qu'on ne va jamais voir. Donc, en fait, c'est quoi ce milieu qu'on ne voit pas sur la Terre, qu'on ne voit pas sur la mer? Eh bien, il y a trois solutions. La première solution, c'est soit le monde qui est au-dessus de nous, très très loin, qu'on appelle le monde, l'univers, avec les étoiles, qui est très 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 loin, mais ce n'est pas de ce monde-là que je veux vous parler. Il y a un autre monde qu'on ne voit pas depuis la surface de la Terre, depuis la surface de la mer, c'est le monde sous-marin, qui est aussi un monde merveilleux, où il y a plein de choses à découvrir. Ce n'est pas du tout celui-là que je vais vous parler. Moi, je vais vous parler d'un monde qui est un peu plus austère, qu'on appelle donc les grottes, le monde souterrain. Et donc, on va parler de ça pendant au moment où nous sommes ensemble. Alors, ce monde souterrain, il a une particularité très importante. La première, c'est ça. Vous voyez plein de choses. Non. Pourquoi on voit plein de choses? On ne voit rien. Tout simplement parce que c'est un monde où il n'y a pas de lumière. Donc c'est un monde qui est noir. Et donc si on se promène comme ça, sans lampe, sans rien, on ne voit que du noir. Et cependant, dans ce noir, il y a plein de choses qui se font, il y a plein de vie, et on va aller découvrir tout ça. Alors, de temps en temps, on a un tout petit peu de lumière qui peut arriver. Donc, des fois, on a le soleil qui est une sorte de grande lampe naturelle et qui va donc éclairer la Terre. Des fois, il y a la Lune qui va nous permettre dans la nuit aussi de voir à la surface. Mais dès qu'on va rentrer dans le milieu souterrain, il y a un petit peu de lumière qui peut rentrer par ce trou, ce qu'on appelle nous un trou, l'entrée de la grotte, la porte de la grotte si vous voulez, et là, il y a un petit peu de la lumière du jour qui rentre. Mais dès qu'on est là, c'est absolument le noir. Alors nous, je ne sais pas ce qui s'est passé là. Nous, on n'est pas des chauves-souris. Parce que les chauves-souris, elles peuvent aller dans le noir, elles émettent des petits sons, et puis des fois, elles émettent un petit son qui rebondit sur le mur, ils disent « Ah, attention, ici, je suis à 1 mètre du mur. Ah, attention, je suis à 50 cm du mur. Ah, attention, là, je suis à 1 cm du mur, il faut que je tourne. » Elles voient. Elles ne voient pas, mais elles arrivent à se promener sous terre. Nous, le mieux qu'on peut voir sous terre, c'est ça, quand on est tout près de l'entrée. Donc, pour aller explorer le monde souterrain, j'ai deux solutions. Il faut d'abord du matériel, des cordes, des choses comme ça, et puis je vais aussi avoir besoin d'un casque, et sur ce casque, je vais mettre une lumière, une lampe, qui va me permettre de enfin voir dans le monde souterrain. Sans lampe, on ne voit rien, c'est le noir qui est absolu. Alors, ça fait... les lampes modernes, elles existent depuis environ, on va dire, 2 siècles. C'était ce qui était inventé pour les mineurs, pour aller travailler dans les mines profondes, etc., etc. Et puis maintenant, on a des lampes de plus en plus modernes que vous connaissez. Mais bien avant ça, déjà
au moment de la préhistoire, donc il y a très très longtemps, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, eh ben, il y avait aussi des gens qui allaient sous terre avec d'autres éclairages qui étaient en fait des torches, hein, qui permettaient effectivement de voir avec la lumière de la torche, de pouvoir aller dans le monde souterrain. Alors vous allez me dire, mais comment vous savez ça, puisque c'était il y a 10 000 ans, 20 000 ans, et ben, on n'a plus de témoignages par rapport à ça. Et ben, ce qui me permet de dire ça, c'est que quand je vais sous terre, dans les grottes, et ben, deux fois, je vois des grands panneaux comme ça qui ont été dessinés par les hommes de la préhistoire. Et ça, s'ils sont arrivés jusque-là, et ben, ça veut dire qu'à un moment donné, ils dominaient le feu, ça veut dire qu'ils savaient faire le feu, ils savaient faire des torches, et puis ils savaient aussi gérer leurs torches pour pouvoir donc cheminer comme ça sous terre, pour aller jusque des fois au fond de la grotte, mais aussi revenir à l'extérieur, parce qu'autrement, si la lampe elle s'éteint, eh ben, ils étaient un peu foutus, ils étaient dans le noir le plus absolu. Donc ça, c'est la preuve qu'à un moment donné, des hommes et des femmes de la préhistoire, ils allaient donc dans les grottes. Alors pourquoi je vous parle des grottes? Eh ben, tout simplement parce que j'étais un tout petit peu plus grand que vous, je vais avoir quelque chose comme, allez, on va dire 8 ans, 8-9 ans, je passais souvent mes vacances dans une région qu'on appelle la Lozère, où il y a c'est une région où il y a des gorges, des choses comme ça, et puis il y avait plein de grottes. Et puis c'était un moment aussi, il y avait plein de livres en fait qui racontaient les histoires qui se faisaient dans les grottes, des explorations, des choses comme ça. Et donc ça nous donnait forcément des tas d'idées, à nous quand on était gamins, d'aller voir ce qui se passait sous terre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la spéléologie. C'était absolument interdit, nos parents nous interdisaient d'aller sous terre, mais on y allait quand même, sans qu'ils le sachent et tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à aller dans le milieu souterrain. Donc ça veut dire que ce qui est important dans la vie, c'est d'être curieux. Des fois, les parents ils disent des choses, bon, il faut les écouter, bien entendu, mais on peut aussi avoir envie d'aller voir des choses que peut-être que les adultes ne connaissent pas. Hein, et ça, il faut vraiment avoir cet esprit de curiosité. Et moi, j'étais tellement curieux que pendant environ presque 60 ans, je suis toujours resté dans mes grottes, hein, pour travailler donc, depuis 12 ans. Et puis après, quand j'avais une quarantaine d'années, jusqu'aujourd'hui, où je travaille encore dans les grottes, parce qu'il y a tellement d'histoires, il y a tellement de choses à raconter, qu'une vie, ça ne suffit pas. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on rentre un petit peu dans ce milieu souterrain. Alors vous voyez que dans des grottes, ça peut être des choses très 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 grandes, parce que vous voyez ici donc un petit bateau, hein, donc avec un personnage dessus, c'est un adulte, hein, donc c'est une grande personne, et vous voyez que c'est très très grand. Il y a des lacs, il y a aussi des lacs sous terre, comme il y a des lacs en surface, et puis on a ces grands espaces qui sont donc souterrains. Alors pour aller dans ce monde souterrain, on a dit qu'il fallait s'équiper, donc on va prendre des cordes, on va prendre nos casques, etc., pour rentrer, trouver la porte pour aller dans le milieu souterrain. Alors il y a deux possibilités pour aller dans le milieu souterrain. Le premier, c'est de suivre l'eau. Des fois, on a de l'eau, des rivières en surface qui, à un moment donné, vont se perdre sous terre. Et c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez ici l'eau qui va descendre dans un grand puits naturel et qui va donc rejoindre le milieu souterrain. Ça, c'est la première manière de rentrer dans le milieu souterrain. C'est ce qu'on va appeler un gouffre. Quand c'est vertical comme ça s'appelle un gouffre. Mais il y a aussi une autre manière, peut-être plus facile, de rentrer dans le milieu souterrain, c'est de rentrer par, on va dire, une grotte, et là c'est plutôt horizontal. Hein, donc gouffre vertical, grotte horizontale. Et c'est une autre manière de rentrer dans ce milieu souterrain. Si je rentre par un gouffre, et on va commencer plutôt, on va suivre l'eau, hein, donc l'idée c'est de suivre l'eau, vous voyez ici donc cette eau qui ici est en train qui coule en surface, qui va se perdre donc dans un puits, et puis on va donc descendre ce puits, et puis vous voyez qu'ici on a encore de la lumière, hein, qui rentre par le puits. Et puis après, si on continue à descendre profondément, il n'y a plus la lumière. Et là, donc, on est obligé, avec nos lampes, de descendre. Là, vous avez une corde, vous avez une personne qui est là, une autre personne qui est là. Donc, ces puits peuvent être très, très, très profonds. Et puis, ils permettent de descendre plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs milliers de mètres sous la surface. Et puis, à force de descendre, on va trouver, à un moment donné, des rivières souterraines. Et ces rivières souterraines, souvent, elles sont tumultueuses, comme on voit ici.
et des fois, elles peuvent être très très calmes. En fait, on va avoir plusieurs ambiances donc, dans ces grottes. Et puis, bien sûr, on va suivre l'eau, comme on va suivre une rivière, et puis à un moment donné, eh ben, on va ressortir à l'extérieur, hein, comme on voit ici. Donc, vous voyez l'eau qui sort ici d'une grotte. Donc ça va donner ce qu'on appelle une source. Et en fait, les sources, c'est très important, puisque les sources, c'est souvent pour boire, eh ben, on va les capter, on va les prendre de l'eau à la source. Maintenant, tout ça, c'est mis dans les bouteilles, mais avant, c'était pour... donc, les gens, ils allaient à la source pour pouvoir boire. Donc, quelque part, on a fait ce chemin. On est rentré par le puits, ici, vous voyez là, on a traversé le milieu souterrain pour ressortir. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle une exploration spéléologique. Et ça, c'est des choses qui sont, que font des spéléologues de tout âge, hein, qui vont sous terre. Alors, si ça, c'est des choses qui vous intéressent, quand vous serez un tout petit peu plus grand, eh ben, il y a un livre qui est vraiment, qui moi m'avait subjugué quand j'étais petit, que j'ai lu, que j'ai relu. C'était un livre de Jules Verne. Vous avez déjà entendu parler de Jules Verne? Non? Oui? Bon, oui et non. Mais ceux qui ne connaissent pas encore, vous allez voir que quand vous êtes plus grand, vous allez voir que c'est des histoires qui sont toujours dans des mondes un peu fantastiques, dans la mer, dans le monde, sur la Lune, sur le monde souterrain, etc. Et là, il raconte des tas d'histoires. Et ça, c'était des choses... Moi, j'y passais des heures là-dessus. Donc, comme quoi la lecture aussi, c'est quelque chose qui est très important, parce que la lecture, c'est ce qui permet aussi de rêver, et puis d'apprendre des choses, et puis de se projeter dans des mondes qu'on ne connaissait pas, parce que quand j'ai lu Jules Verne, je ne connaissais pas les grottes, mais j'imaginais des mondes qui étaient fantastiques, et quand j'ai découvert des vraies grottes, eh ben, je revivais un petit peu les livres. Ça, c'est important de lire. Alors maintenant, j'ai une première question. Première question, c'est se dire, ces grottes, est-ce que c'est une construction qui est naturelle ou vous pensez que c'est plutôt quelque chose qui a été creusé par l'homme, comme le métro ou comme des carrières, etc. Ceux qui pensent que c'est plutôt naturel, lèvent la main. Une majorité. Et ceux qui pensent que ça a été creusé par l'homme, une petite minorité. Donc, on reste sur majorité-minorité. C'est la majorité qui gagne, comme toujours. Donc, ici, donc, ça a été creusé par l'homme. Et en fait, tout vient de cette petite goutte d'eau. En fait, c'est l'eau qui a creusé complètement donc, les grottes qu'on a connues. Alors, on va suivre un petit peu le chemin de cette goutte d'eau. De l'eau, vous la connaissez, hein, c'est l'eau qui tombe du ciel, c'est la pluie. Cette pluie, elle va s'écraser sur le sol. Ça, comme vous le voyez, donc, on le voit ici, hein, donc ça va faire ce qu'on appelle un effet splash. Et puis, petit à petit, elle va creuser la roche. Comme vous le voyez ici, l'eau, elle a creusé des formes dans la roche, et puis après, elle va creuser à l'intérieur de la grotte. Alors, pour ça, vous voyez que la roche, ici, c'est une roche qui est très, très, très dure. C'est ce qu'on appelle du calcaire. C'est extrêmement dur comme roche. Donc, on peut se dire, mais comment une petite goutte d'eau, elle peut creuser une roche qui est aussi dure? Eh bien, pour ça, il y a deux conditions. La première condition, c'est d'abord que cette roche calcaire, comme elle est très, très dure, vous savez, quand vous prenez quelque chose qui est très très dur, vous allez un peu comme de la pâte à modeler. Hein, je ne sais pas si ça existe encore, la pâte à modeler, mais donc la pâte à modeler, quand vous la pliez, ben, ça va faire des tas de fractures, ça va faire des tas de choses qui vont se casser. Et ben ça va être des points faibles que l'eau va dire, ah, super, il y a déjà le travail qui a été fait par la fissure, donc je vais rentrer dans cette fissure. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que le calcaire, c'est une roche qui est un peu comme le sucre. Vous savez, le sucre, si on met de l'eau dessus, eh ben, le sucre, il fond. Hein, eh ben, le calcaire, ça va être pareil. En fait, l'eau, elle va rentrer par toutes ces petites fissures ici, qui sont toutes petites. Hein, il n'y a pas d'échelle, mais ça, c'est quelque chose qui fait 2-3 cm. Donc, c'est impossible de rentrer dans des fissures qui sont aussi petites. Et puis, l'eau, petit à petit, elle va dissoudre le calcaire pour faire des conduits qui sont accessibles à l'homme, et c'est ça qu'on va appeler donc les grottes. Donc ça va être un travail du travail de l'eau qui va prendre du temps, qui va prendre des milliers d'années pour creuser la grotte. Donc on est plutôt dans l'histoire de la Terre que dans l'histoire de vie humaine. L'eau, elle va aussi faire des tas de choses qui sont intéressantes. Elles vont créer un paysage souterrain.
Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà été visiter des grottes touristiques dans leur vie? Alors, bon, il y en a encore un peu, bon, c'est bien. Et donc, pour ceux qui ont visité donc, ces grottes, eh ben, souvent, on montre ces formes un peu bizarres qui descendent ou des formes qui montent. Donc ça a des noms qui sont particuliers qu'on va voir. Et ça, ces formes-là, elles sont liées au travail de l'eau. Donc on revient, ici il pleut, hein, donc on est en surface, il pleut beaucoup, donc on a son parapluie, et puis on a cette eau qui va s'infiltrer dans la roche calcaire, vous vous rappelez, par les fissures dont on a parlé tout à l'heure, et puis elle va arriver au plafond de la grotte, et là, ben, quand on regarde cette goutte d'eau qui est au plafond de la grotte, vous voyez que dedans, l'eau elle n'est pas très très claire. En fait, dedans, il y a des tas de petits morceaux de calcite, hein, donc une sorte de calcaire, et ça va déposer, en fait, un dépôt sur ce petit conduit du haut. Un petit peu comme, des fois, nos robinets, hein, des fois, quand on fait couler l'eau, il y a toujours une petite tache un peu blanchâtre hein, qui est autour du robinet. Eh ben, c'est la même chose, c'est le calcaire qui s'est déposé. Donc, avec le temps, eh ben, on va avoir ce qu'on appelle une stalactite, parce que tite, il y a tombe, donc ça veut dire qu'elle descend. Et puis, on va avoir une stalagmite, comme mythe, parce que ça monte. Et ces stalactites et stalagmites, au cours du temps, elles vont grandir, et puis des fois, elles vont même se rejoindre. Elles vont dire, tiens, coucou, on se rejoint. Donc, tout ça, c'est ce qui va se passer au travers de ce travail. Et ça, c'est les petites gouttes d'eau qui vont faire tout ce paysage qu'on trouve donc sous terre. Et donc, ça va faire des choses qui sont extrêmement jolies. Vous voyez ici, toutes ces petites stalactites qu'on voit ici, hein, alors elles sont tellement fines qu'on va appeler ça des fistuleuses, parce que c'est tout petit. On appelle ça aussi des macaronis, parce qu'elles sont creuses. C'est juste un tube hein, qui va pousser. Là encore, un autre paysage. Donc vous voyez, c'est très beau. Et sachez que ça, si on n'a pas de lumière, tout ça, ça pousse dans le noir. Donc vous voyez que dans le monde du noir, eh bien, il y a tout ça qui se voit. Donc nous, c'est avec nos lampes qu'on voit ça. Mais si on n'avait pas nos lampes, eh bien, ça existe. Mais sauf que ça existe dans le noir. On ne le voit pas si on n'a pas nos lampes. Donc il y a un monde comme ça, très particulier, qui est ce monde-là. Et puis, ben, dans la nature, c'est un peu comme nous. Il y a certains qui sont un peu plus excentriques que d'autres. Et donc, l'eau va faire aussi des formes un peu bizarres. Vous voyez, ici, on va avoir la goutte d'eau qui va monter, qui va descendre, qui va faire des tas de tourbillons. Ben, on appelle ça, nous, des excentriques. D'accord? Donc là, j'ai plutôt parlé des gouttes d'eau qui descendaient comme ça. Mais après, la goutte d'eau, vous rappelez qu'elle arrive au sol, hein, et elle va donc déposer du calcaire depuis la base, et puis petit à petit, elle va monter comme ça. Et puis vous voyez que des fois, ça va faire des choses gigantesques, parce que là, vous avez un personnage qui est là, qui n'est pas plus petit d'ailleurs, qui est un personnage qui est là. Vous voyez, c'est très grand. Donc ça veut dire que ça a mis du temps de pousser. C'est-à-dire que là, ça commençait à pousser là, puis là, et puis là, et puis là, et puis là, jusqu'à arriver maintenant. Donc là, si j'avais une machine à remonter le temps, eh ben, je partirais d'aujourd'hui, je remonterais le temps comme ça pour arriver donc, au moment, la première goutte d'eau, à l'arrivée dans la grotte. D'accord? Alors des fois, ça va donner des paysages encore plus gigantesques comme ça. Bon, il y a plein de choses comme ça qu'on va voir. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu de tout ça, on va voir que ce monde des stalactites et stalagmites est intéressant. Pourquoi? Parce que si on coupe, on scie la roche, donc ce qu'on appelle une stalagmite qui monte, eh ben, on voit que c'est un peu bizarre à l'intérieur. Donc, si on regarde un peu plus près, on voit effectivement, on voit mieux ici, on voit un petit peu comme ça. Vous voyez un petit peu les cernes, vous voyez un peu ces petits niveaux là, ces niveaux qui sont comme ça au fur et à mesure, vous les voyez, hein? Et ben ça, c'est ce qu'on va appeler des lamines de croissance. C'est-à-dire que la croissance, comme vous grandissez, ben on parle de votre croissance, et ben là, c'est aussi pour voir la lamine, la concrétion qui va grandir. Et là, c'est un petit peu pareil que dans les arbres. En fait, c'est exactement pareil que dans les arbres. Vous savez que dans les arbres, au fur et à mesure du temps, eh ben, l'arbre il va avoir tendance à s'agrandir, à s'agrandir, à s'agrandir. Et si on veut savoir l'âge de l'arbre, eh ben, on va compter les lamines. On va dire, tiens, 1 an, 2 ans, 3 ans, comme ça, et puis on va faire comme ça, et puis on va retrouver l'âge du début que l'arbre a commencé à pousser. Donc des fois, c'est un arbre qui a 30 ans, des fois, c'est 100 ans. Et pour les plus vieux arbres, on arrive même à des arbres qui ont 1500 ans, qu'on peut retrouver encore en vie.
Donc ça, nous, on va faire pareil. C'est-à-dire que nous, on va faire le même principe. Alors là, on ne voit pas bien, mais on va compter les lamines pour remonter dans le temps. Et comme ça, on va pouvoir remonter dans le temps, des fois jusqu'à 10 000 ans en arrière, avant nous, 20 000 ans avant, 30 000 ans, et voire même beaucoup plus. Alors, on va s'intéresser à cette stalagmite-là. Maintenant, vous savez ce que c'est que stalagmite, hein, c'est plus un mot compliqué maintenant pour vous. Encore compliqué un peu, mais bon, pas trop, hein, ça va. Donc, si on regarde un peu cette stalagmite, alors, je vais faire un agrandissement. Là, on voit mieux, vous voyez, on voit mieux comment elle a poussé, hein, les parties de là. La première goutte d'eau, elle a fait ça, puis après, elle a déposé un petit peu de calcite là, un peu là, etc., etc., etc. Ça, donc, vous le voyez très, très bien. Et maintenant, je vais encore zoomer un tout petit peu pour m'intéresser à ce qu'il y a dans ce carré qui est là. Et dans ce carré-là, je vois des choses qui sont très, très, très noires. Alors, qu'est-ce que c'est que ces choses qui sont très, très noires? Ce n'est pas de la lumière, parce que la lumière ne peut pas se mettre dans une concrétion. Et ça, en fait, c'est de la suie. Alors, la suie, est-ce que vous savez ce que c'est que la suie? Non? Bon, il y a plus de non que oui, donc je réponds d'abord à non. Hein. D'accord? Alors, la suie, en fait, c'est quand on a des feux de forêt, ou un feu qu'on va faire chez soi, il y a toujours un dépôt, la fumée en fait, vous voyez que la fumée elle est un peu noire. Et cette fumée noire, ensuite, quand elle va se déposer sur le sol ou sur une maison, etc., elle va déposer de la suie. C'est pareil avec une bougie. Avec une bougie, il y a cette fumée qui sort, c'est un petit peu de suie là, et puis ça va se déposer un petit peu sur le mur de votre maison, etc. C'est pour ça que dans les maisons très, très, très anciennes, quand les gens se chauffaient au bois, souvent les maisons elles étaient assez sombres, parce qu'on avait beaucoup de suie qui se déposait sur les murs, etc. Donc on n'avait pas des belles maisons très, très blanches comme on en a aujourd'hui. Et ça va être quelque chose qui va nous intéresser. Parce que je vous rappelle qu'on trouvait ça, des fois, dans des stalagmites qui étaient très, très, très vieilles. Qu'est-ce que venait faire cette suie-là dans des concrétions qui sont des stalagmites qui sont très, très, très vieilles? Il n'y a pas de feu dans les grottes, parce qu'il n'y a pas de forêt. Donc, il y a une autre origine. Et ça, en fait, quand on va retrouver de la suie dans les concrétions, ça veut dire que on va pouvoir comme ça attraper les hommes de la préhistoire, les femmes et les hommes de la préhistoire qui sont venus dans la grotte, soit avec leurs torches, soit avec des lampes à huile, c'est-à-dire que c'est une sorte de roche, ils ont fait un petit creux et puis ils ont mis un peu de graisse de mammouth ou d'autres choses avec une petite mèche, et puis on met le feu, ça fait une lampe qui peut durer comme ça plusieurs heures, voire voilà, ou parce qu'ils sont venus sous terre pour faire des feux. Donc, en fait, quand ils font des feux, quand ils se promènent sous terre, ils déposent de la suie. Et la stalagmite, en poussant, elle va archiver, elle va mémoriser, elle va garder l'information. Tiens, il y a quelqu'un qui est passé par là il y a 25 000 ans, il y a 24 000 ans, il y a 23 000 ans. Donc, on va pouvoir raconter comme ça des histoires. Donc, ça, c'est un petit peu mon travail de partir donc, de ce qu'on voit dans les stalactites et les stalagmites pour pouvoir raconter l'histoire des hommes et des femmes qui sont donc dans la grotte. Alors, avant d'aller plus loin, une autre question. Est-ce que les femmes et les hommes de la préhistoire, est-ce qu'ils vivaient dans les grottes? Oui ou non? Est-ce qu'il y en a qui disent non? Toi, tu dis non. D'accord, tu dis oui pour dire non. Donc, majorité de gens qui pensent qu'ils vivaient sous terre. D'accord? Eh bien non. En fait, les hommes et les femmes de la préhistoire, en fait, ils vivaient dehors. Ils vivaient, ça c'est des reconstitutions, hein, donc ils vivaient dans des huttes, comme ici. Ils étaient ce qu'on appelle des chasseurs-cueilleurs, parce que l'agriculture n'existait pas encore. Donc ils chassaient, ils cueillaient, ils pêchaient pour pouvoir se nourrir. Donc ils cueillaient des fougères, ils cueillaient des graines, des choses comme ça, se nourrir, et puis après, surtout, ils chassaient. Et ça, c'était leur campement extérieur. Et en fait, ils suivaient les animaux, parce qu'en fait, les animaux, c'était un peu leur garde à manger. Et comme les animaux émigraient, eux aussi immigraient, c'était des nomades. Et donc, comme ça, ils ont migré. Alors, de temps en temps, comme on était dans un climat qui était... Alors, il y en a qui travaillent sur la météo, le réchauffement climatique, mais à ce moment-là, le climat était très, très, très froid.
Donc, on le voit bien ici, cet enfant qui est emmitouflé dans des peaux d'animaux. Effectivement, quand il faisait très, très, très froid, il arrivait, pendant l'hiver, que les hommes et les femmes de la préhistoire, ils rentraient donc dans le porche, c'est-à-dire dans l'entrée de la grotte, que souvent est fermée avec des tentures qui sont faites avec des peaux pour tenir un petit peu au chaud. Et ça, pour nous, ça va être drôlement intéressant, parce que chaque fois qu'ils vont venir là, eh ben, ils vont laisser des informations dans la grotte. Et donc, on va faire des fouilles, ce qu'on appelle des fouilles archéologiques. Et ces fouilles archéologiques vont être pour nous extrêmement intéressantes. Ici, vous voyez un endroit, on va donc fouiller, on va avec une truelle, avec des pinceaux, on va essayer de voir ce qu'il y a sous terre. Et là, par exemple, on voit ici qu'on a des pierres qui sont arrondies. Et bien ça, c'est la trace d'un ancien feu. Donc, on peut comme ça retrouver des informations. On va retrouver comme ça aussi des silex, des choses comme ça qui nous permettent, là, donc, ces silex, ils permettaient de couper du bois, ils permettaient de couper de la peau, de pouvoir couper de la viande, etc., etc. On va trouver aussi, par exemple, des tas de petites dents ici qui sont percées. En fait, ça, c'était pour faire des colliers. Ils faisaient des bracelets. Ils faisaient aussi des flûtes, des flûtes dans des os d'animaux, etc. Tout ça pour dire qu'on va retrouver tout ça dans des fouilles archéologiques. Et ça va nous permettre quelque chose qui est très, très important et qui n'est pas vraiment la représentation de Silex and City. Les femmes et les hommes, ils étaient très, très, très bien habillés, comme nous, en fait, avec des peaux qui réussissaient donc à coudre, parce qu'ils aussi cousaient avec des aiguilles qui faisaient dans des os très, 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 très fins. Donc, comme ça nous permet de mieux savoir comment ils s'habillaient. Et comme nous, ils aimaient avoir des bijoux, ils aimaient avoir des choses qui étaient belles pour pouvoir être sous terre. Et ça, c'est il y a presque 40 000 ans, donc derrière nous. Aussi, en faisant des fouilles, comme vous voyez ici, il y a des tas de petits ossements qui ressortent, etc., etc. Et bien, ces ossements vont nous permettre de reconstituer en fait les animaux qui existaient. Donc, à l'extérieur des animaux qui n'existent plus. Les mammouths, ça n'existe plus. Ces grands cerfs, qui n'existent plus. Bon, les chevaux, ils existent toujours. Et les rhinocéros, ils existent, mais ils n'ont plus vraiment, comme ici, plein de poils, parce que là, il faisait très, très froid. Aujourd'hui, les rhinocéros, ils ont pratiquement directement la peau comme ça. Et donc, tout ça va nous permettre donc, de mieux comprendre un petit peu la manière dont ils vivaient, en fait, ces personnes-là. Donc, ça, c'est juste un petit film pour vous montrer un petit peu comment on peut, grâce aux informations qui sont contenues dans les grottes, on va pouvoir raconter comment ces gens-là, il y a très, 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 très longtemps, donc, vivaient. Alors, bien sûr, pour vivre, ils étaient obligés de chasser. Donc, pour ça, ils avaient donc des lances, des choses comme ça. Et puis après, progressivement, ils allaient... ils rentraient donc dans leur hutte, donc ça c'est l'intérieur d'une maison, qui existait donc à ce moment-là, qui est fait qu'avec des peaux donc d'animaux. Vous voyez qu'ils avaient des boutons qui étaient faits dans des ossements, et puis ils vont ensuite donc dormir. Ici vous voyez de la viande qui sèche. Alors il n'y avait pas de frigo à l'époque, donc pour conserver de la viande, on va le mettre dans la fumée. Donc ça va fumer la viande et ça va permettre de la conserver pendant très, 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 très longtemps. Et puis aussi, il va y avoir, donc ils vont fabriquer des outils. Ici, ils vont fabriquer un couteau avec donc un silex qu'ils ont taillé, donc cette roche qu'ils ont taillée, et puis après, ils vont rajouter un morceau de bois. Et ici, par exemple, on va voir une scène où ils vont... il y a un petit enfant qui est là. Et puis, je ne sais pas comment je peux faire pour avancer. Bon. Moi, je n'arrive pas à faire avancer, mais ce n'est pas grave. Du coup, vous allez voir la totalité du petit film. Et puis, vous allez voir qu'aussi, pour faire de la cuisine, il n'y a pas de casserole à l'époque. Donc, comment on peut faire de la cuisine sans casserole? En fait, ils faisaient des récipients qui étaient dans de la peau, parce que la peau, le cuir, ça retient l'eau. Donc, ils vont mettre tout ce quoi ils vont faire cuire dans ces pots. Là, on voit qu'avec un pilon qu'ils ont fait avec un os, ils vont casser les graines, ils vont mettre de l'eau, et puis tout ça,
Vous allez dire, oui, mais enfin, là, ils mettent un tas d'ingrédients, mais ça ne fait pas chauffer. Eh bien, on va chercher. Ce qu'ils faisaient, c'était très, très, très ingénieux. Eh bien, ils faisaient chauffer les pierres. Et quand les pierres étaient très, très chaudes, ils le mettaient dans cette marmite en pot. Et c'est ça qui faisait chauffer l'eau et cuire donc les aliments. Donc, vous voyez, ça, c'était leur manière de vivre donc, à ce moment-là. Alors, donc, ces animaux qui étaient chassés, donc on les retrouve dans les ossements qu'on trouve dans les grottes, mais on va aussi les retrouver dans les dessins que faisaient les hommes et les femmes de la préhistoire dans les grottes. Et vous voyez ici les chevaux qu'on retrouve ici dans une grotte, ici des cervidés, soit des rennes ou des cerfs, ici donc des mammouths. Et vous rappelez que pour aller sous terre, eh ben, il fallait que j'ai de la lumière. Donc ça veut dire on gère bien la lumière, on va pouvoir aller dans la grotte, et comme ça, grâce à ça, eh ben, les hommes et les femmes de la préhistoire, ils vont aller sous terre pour dessiner sur les parois, donc sur les murs des grottes, alors soit avec des charbons de bois, comme le monsieur qui est ici, soit avec des pigments qu'on va mettre dans la bouche et puis qu'on va souffler. Bon, il y a plein de techniques pour pouvoir donc comprendre un petit peu ces dessins qui étaient là. Alors ces dessins, quand on les regarde aujourd'hui, on voit que ce sont des dessins qui sont extrêmement réalistes. Vous voyez, donc ces chevaux, ils sont très bien dessinés. Je veux dire, aujourd'hui, on ne fait pas mieux, je veux dire, en dessin. Ensuite, si on regarde, là aussi, il y a d'autres animaux. Donc, on a vu des chevaux tout à l'heure. Là, ce sont des lions. Là, ce sont comme des vaches. On appelle ça des aurochs, mais c'est comme des vaches. Là, on voit les rhinocéros, on voit des cerfs, on voit des bisons. On voit plein de choses. Alors, quand on regarde bien les grottes, les dessins qui sont faits sur les grottes, on constate que c'est souvent des chevaux, des cerfs, des vaches, des bisons. Alors pourquoi c'est ça qui est toujours dessiné? Jamais des hommes, jamais des femmes. En fait, pourquoi c'est toujours dessiné? Parce que ce sont les animaux qui étaient chassés. C'était les animaux qu'on va chasser. Donc ce sont les animaux les plus importants, parce que c'est ceux qui vont permettre de nourrir la tribu, le clan, et puis de pouvoir ensuite donc aussi que les enfants puissent grandir, qu'ils puissent se nourrir, etc. etc. Donc les animaux sauvages, comme les lions, les ours, sont très peu dessinés. Ça arrive, mais c'est très rare, parce que ce sont des animaux qu'on ne va pas chasser parce qu'ils sont dangereux. Et puis surtout, il y a d'autres animaux qu'on ne va pas chasser non plus, qui vont être, par exemple, les mammouths, les rhinocéros. Alors pourquoi on ne les chasse pas? Tout simplement parce qu'ils ont une peau qui est tellement épaisse qu'avec une lance, un javelot, le javelot il va arriver sur la peau du mammouth, elle va faire poum, poum. Et puis donc ça ne va jamais donc, le blesser et donc on ne pourra pas chasser. Par contre, après, si l'animal est mort, à ce moment-là, ils vont pouvoir utiliser donc l'ivoire ou plein d'autres choses comme ça. Donc en fait, ce qui est important, c'est se dire que quand on va dans les grottes, on voit tous ces grands dessins qui ont été faits par des enfants, par des femmes et des hommes de la préhistoire. Et si c'est là, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait, c'est pour raconter des histoires. Un petit peu comme moi, je vous raconte une histoire. Je vous raconte une histoire, mais si je n'avais pas de photos derrière moi, ce serait compliqué de me suivre, d'imaginer une grotte, d'imaginer ceci. Donc les images permettent de appuyer mon discours. Et là, c'est exactement la même chose. Quand les gens ils allaient sous terre, il faut imaginer tout un groupe de personnes qui allaient sous terre, et il y avait quelqu'un, soit une femme, soit un homme, qui était un conteur ou qui était une personne importante, et qui racontait la vie du clan au travers de toute l'histoire qui est sur les parois. Ça, c'est les premiers dessins qui vont être les dessins qui vont être racontés par les hommes. Et pour terminer, je vous propose d'aller visiter 2 grottes. La première grotte, c'est la grotte de Lascaux et la grotte Chauvet. Ce sont des grottes qui sont très connues dans le monde entier parce que ce sont des grottes qui sont extrêmement belles d'un point de vue paysage souterrain.
Et ce qui est intéressant, bon, c'est la grotte de Lascaux, elle a 18 000 ans. D'accord? Et la grotte Chauvet, elle a 36 000 ans. Quand je dis elle a 36 000 ans, ce n'est pas la grotte qui a 36 000 ans, 18 000 ans. Ce sont les dessins. Donc, entre nous et les gens qui ont dessiné Lascaux, il y a 18 000 ans. Mais entre les gens qui ont dessiné Lascaux et ceux qui ont dessiné Chauvet, il y a aussi 18 000 ans. Donc on va commencer par la grotte Lascaux, puisque c'est une des premières qui a été découverte en 1940. Et elles ont été découvertes par 4 enfants, 4 adolescents. En fait, ils ont eu leur chien qui s'est perdu dans une grotte. Et puis ils ont suivi leur chien, parce que le chien il se promenait sous terre, etc. Donc il appelait. Et puis comme il ne revenait pas, ils y sont allés. Et puis ils ont découvert la grotte de Lascaux. Ça, c'était une découverte extraordinaire. Et donc, ce que je vous propose, c'est de visiter cette grotte de Lascaux comme peu de gens la voient, parce que maintenant, on ne peut pas vraiment visiter la grotte de Lascaux. Et on va pouvoir donc rentrer dans la grotte. Et là, c'est comme si vous faisiez vous-même de l'exploration. D'accord? Donc là, vous voyez qu'il y a ces grands dessins de vaches, de rocs qui sont sur les plafonds. Ici, vous voyez des chevaux, de part et d'autre. Donc, il y a toutes des histoires qui ont été dessinées. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été dans la grotte et puis qui ont fait tous ces dessins sur les plafonds. Ici, vous avez un cheval à l'endroit, un autre qui est à l'envers. Peut-être qu'il est à l'envers comme des fois quand on se regarde dans un miroir ou quand on se regarde dans l'eau. Ça fait à l'envers. Vous voyez, toutes les formes des grottes, il y a des formes très très bizarres, des formes qui ressemblent à des choses très très tortueuses. Et ça, c'est intéressant parce que ça a des fois interpellé les gens qui se prenaient sous terre. Ils disent, tiens, je vais dessiner là, je vais dessiner là. Là, c'est trop compliqué pour dessiner parce que c'est trop rugueux. Donc, si je veux faire un dessin, je vais avoir un dessin d'un côté, puis l'autre dessin de l'autre côté. Donc, ça ne va pas du tout. Donc, je vais chercher des surfaces qui sont plutôt planes pour pouvoir faire mes dessins. Donc ça, c'est la première visite de la première grotte. Et puis après, on va ressortir. Donc la grotte de Lascaux. On va refaire le même chemin, donc je vais arrêter. Et puis maintenant, on va visiter une autre grotte. C'est la grotte donc Chauvet. Alors ça, vous allez voir, c'est un peu différent parce que voilà, donc c'est dans cette grotte, ils disent que ça permet de remonter dans le temps. Bon là, ce qui est marqué, c'est qu'il y a 36 000 ans, donc il y a très très longtemps. En fait, dans la grotte Chauvet, ce sont les peintures les plus vieilles connues dans le monde entier. Donc, vous voyez, il n'y a pas aujourd'hui, on ne connaît pas de peintures qui sont plus vieilles que celle-là. Et donc, donc là, tous ces petits points, c'est parce que quand nous, on va travailler sous terre, on va faire des relevés, donc qui vont nous permettre de mieux comprendre un petit peu les formes de la grotte. Et puis, on va maintenant aller visiter la grotte. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle des mains positives, c'est-à-dire qu'ils ont mis de la peinture sur leurs mains, et puis ils ont posé leurs mains sur la paroi. Ici, vous voyez un rhinocéros qui a été dessiné. Et là, après, vous voyez des tas de rhinocéros qui sont au-dessus, et puis vous voyez qu'il y a des rhinocéros avec 2 cornes, et puis d'autres qui n'ont qu'une corne. En fait, ceux qui ont 2 cornes, on sait que ce sont les femelles. Donc, comme ça, on peut savoir aussi quelles sont les femelles, quels sont les mâles, etc., etc. Et puis là, on continue à se promener sous terre, d'une autre manière que tout à l'heure dans la grotte de Lascaux. Et puis là, vous voyez, on a des dessins de mammouth, là, des dessins d'un cheval. Et là, c'est avec une autre technique qui a été prise. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, ils n'ont pas mis de la peinture, mais cette fois-ci, ils ont gratté la roche calcaire, ils ont enlevé la couche calcaire, le marron, pour retrouver le blanc qui est dessous.
et qui permet comme ça donc, de dessiner. Et là, on continue l'exploration donc dans la grotte. Alors, on n'y voit pas bien, c'est pour ça que c'est des points noirs et des points blancs. Et puis là, on va arriver sur un grand panneau qui est très très célèbre, qu'on trouve maintenant dans des tas de photos, et qui est en fait donc un panneau qui raconte beaucoup de choses. Vous voyez qu'ici, on a des chevaux, on a des rhinocéros qui se battent, on a ici donc des lions qui sont en train de courir après des chevaux. Vous voyez que les lions, ils ceinturent des chevaux, donc il y a sûrement une scène de chasse qui est racontée là. Là, on voit des cerfs, des rennes qui se promènent, qui sont ensemble, très tranquilles. Là, on a une scène qui est plutôt tranquille. Donc, vous voyez, ça raconte des histoires qui s'étaient dehors, comme on a vu dans le premier petit film, hein, des choses qui sont similaires. Et puis là, on va aller maintenant aussi dans un autre espace. Hein. Donc là, vous avez un rhinocéros. Et puis là, on retrouve, donc ici, vous voyez des grands lions, vous voyez des rhinocéros encore. Ici, la grotte Chauvet, elle est un peu particulière parce qu'elle est à part par rapport aux autres grottes, parce que là, il y a beaucoup d'animaux sauvages, dangereux, qui sont représentés, ce qui n'est pas le cas des autres grottes qu'on connaît dans le monde. Donc tout ça, c'était fait avec du charbon de bois, c'est-à-dire qu'ils avaient fait du feu, ils ont récupéré dans le feu les charbons de bois, et le charbon de bois, quand on le frotte sur la paroi, ça fait des traits noirs, un peu comme un crayon papier, c'est pareil. Et ça, c'est important parce que ça, on va pouvoir, nous, d'un point de vue scientifique, on va pouvoir donner un âge grâce à ça, et c'est comme ça qu'on sait que ce sont les grottes les plus vieilles, les peintures les plus vieilles du monde. Voilà, c'était un petit peu tout ça que je voulais donc vous faire partager, et puis surtout vous donner l'envie d'aller sous terre et aussi de faire des explorations et d'avoir cette curiosité d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans le monde souterrain. Voilà. J'espère que ça vous a plu, cette visite dans le monde souterrain. Merci beaucoup pour ce voyage dans le monde des grottes. Moi, j'adore. Il faut que j'y aille en vrai maintenant. Et puis, du coup, oui, on va passer au moment des questions. Donc, si vous avez des questions, Julia, ma collègue qui est de l'autre côté, et moi-même, du coup, on va essayer de passer quelques fois le micro pour avoir les questions. Tu commences ? C'est quel animal ? Non, mais continue. C'est quel animal le plus représenté dans les grottes ? Alors, l'animal qui est le plus représenté dans les grottes, ce sont généralement les chevaux. C'est vraiment les chevaux qui sont le plus représentés, qu'on retrouve un petit peu partout. Au moins en Europe, c'est vraiment celui qui est le plus représenté. Le cheval a un statut particulier. Hein. Il était un peu chassé, mais c'est surtout un fidèle compagnon. Il n'était pas dressé. On ne dressait pas encore les chevaux à ce moment-là. Mais c'était des animaux qui étaient paisibles. Donc, pour les hommes, c'était bien parce qu'il faut imaginer que dans ce temps-là, les hommes, ils étaient très peu nombreux. Hein, aujourd'hui, on est plusieurs milliards sur la Terre. À l'époque, on était à peine 1 million sur la Terre, sur toute la Terre. Donc, en fait, on avait beaucoup plus de chances de rencontrer des animaux que de rencontrer des autres hommes et des autres femmes. Donc, forcément, des animaux qui étaient paisibles, c'était ceux qu'on a le plus représentés. Merci pour ta question. Tout à l'heure, vous avez parlé des stalactites, oui, mais vous n'avez pas parlé des stalagmites. Je pense que j'en ai parlé. Ah si, pardon. Si, j'en ai parlé parce qu'en fait, dans les stalagmites... J'ai trompé, désolé. Non, mais c'est pas grave. Dans les stalagmites, c'est celle dans laquelle on va regarder un petit peu comment ça pousse avec les lamines. Et vous n'avez pas un peu peur quand vous voyez des formes étranges ? Alors, tu as tout à fait raison.
Alors maintenant, j'ai plus peur parce que je commence à avoir l'habitude d'aller sous terre. Mais je me rappelle quand j'étais petit, quand j'avais 9 ans, j'étais rentré dans une grotte avec 2 copains. Et puis on est arrivé, il y avait un grand trou noir et ça nous faisait peur, ça nous faisait peur. Donc on avait été une fois, on s'était arrêté, on était ressorti. Après on était revenu le lendemain, ça faisait toujours peur. Jusqu'à un jour, on avait piqué une corde à notre grand-père et puis on était descendu. Il y avait comme un petit puits, on était descendu dedans. Et c'était une image qui était très 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 forte pour moi dans ma tête. Et il y a, on va dire, il y a 20 ans, je retournais dans la grotte avec mon fils. J'ai dit, je vais te montrer la première grotte que j'ai faite. Et en fait, avec nos éclairages d'aujourd'hui, eh ben, j'étais au fond de la grotte, je n'ai pas retrouvé l'endroit qui était étrange. Parce que j'avais grandi et puis tout avait changé. En fait, moi, j'avais aussi grandi, donc ce qui était un obstacle à l'époque, ben, ne l'était plus en tant qu'adulte. Donc, oui, c'est des mondes qui interpellent et justement qui font fonctionner beaucoup l'imaginaire. Donc, c'est pour ça que souvent, c'est très associé aussi aux lectures qu'on va faire. Pourquoi le rhinocéros, il a 2 cornes? Alors, pourquoi il a des cornes? D'abord pour se défendre, hein, parce qu'en fait, ce sont des animaux qui vont se défendre parce entre eux, donc ça va être une arme en fait pour attaquer les autres. Hein. Et puis, les animaux à l'époque, vous avez vu qu'ils ont tous souvent des je vais essayer de remettre, voilà. Ces animaux, vous voyez, ils ont toujours des grosses bosses là qui sont... Vous voyez qu'ils ils sont tous bossus, quoi. Ils ont une grosse bosse là. Le mammouth, pareil, il a une grosse bosse là derrière, etc. Lui aussi, il a une bosse. Vous savez pourquoi ils avaient des bosses? Ben non, parce qu'en fait, comme ils avaient des très très grandes défenses, comme les mammouths ou comme les rhinocéros, ou ici des grands bois qui étaient là, s'ils n'avaient pas un muscle qui était là derrière, donc ça c'est la forme du muscle que vous voyez ici, ben leur tête elle tomberait complètement parce que ce serait trop lourd. Donc en fait ce muscle ça leur permettait d'avoir la tête qui permettait d'être redressée. Voilà, donc c'était des animaux qu'aujourd'hui n'existent plus. Mais comment on peut voir quand l'image où il y avait l'arbre qui était coupé? Comment tu peux compter si tu l'as pas coupé? Ah, alors, ça c'est une très bonne question. Soit on le coupe, et à ce moment-là, on va pouvoir compter. Mais maintenant, justement, pour ne pas couper tous les arbres pour compter, on a ce qu'on appelle, on va faire comme un petit trou dedans. On va faire ce qu'on appelle une petite carotte, c'est-à-dire qu'on va creuser juste une sorte de tube. Donc on va creuser dans l'arbre jusqu'au milieu. On va ressortir la petite tige. Et puis là, on va avoir toutes les cernes, donc on va pouvoir le compter sans faire mal à l'arbre. Parce que, voilà, bien sûr, un arbre, c'est vivant, donc il faut le respecter, et donc il ne faut pas couper tous les arbres. Donc tu as tout à fait raison. Donc là, j'ai pris des photos d'arbres que les forestiers ont coupé pour faire du bois. Mais autrement, nous, on a ce qu'on appelle, on fait des petites carottes, ça s'appelle comme ça, une carotte. Est-ce que tu as vu des lions ou des ours qui sont dessinés sur les parois des grottes? Alors, c'est une très bonne question. En fait, il y a plein de questions que ne me posent jamais les adultes, donc c'est super. Les loups, les chiens, j'en connais pas qui sont dessinés. Pourquoi? On ne sait pas. Des ours, il y en a qui sont des fois dessinés sur les parois, mais souvent ils sont dessinés sur les parois à des endroits où il y avait juste à côté des ossements d'ours. Parce qu'en fait, les ours des cavernes qui existaient à l'époque, c'était des ours qui étaient très, 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 très grands. Un ours des cavernes, c'est quelque chose qui faisait 3 mètres de haut, c'est-à-dire encore 1 mètre de plus que moi. Donc c'est des animaux qui sont gigantesques, qui sont très, très puissants. Et eux, les ours, en hiver, ils vont en fait dormir dans les grottes. Parce que c'est l'endroit où il fait encore chaud, parce que l'hiver, il fait très très froid. Donc ils allaient dans les grottes. Mais des fois, ils ne se réveillaient pas, parce qu'ils allaient dormir là, ils ne se réveillaient pas, et donc il y avait des ossements
qui étaient dans les grottes. Et donc, souvent, il y avait quand les hommes de la préhistoire ils voyaient les ossements, souvent, ils dessinaient un dessin d'ours sur la paroi. Vous préférez quelle grotte? Ah, ça c'est une question qui est extrêmement difficile. En fait, toutes les grottes, elles ont une histoire très différente. Un peu, c'est comme si tu demandais à un alpiniste, c'est quoi la montagne que tu préfères? Peut-être qu'il va dire oui, ben, c'est peut-être le Mont Blanc, l'Everest, mais en fait, chaque montagne, elle est différente, il y a des défis qui sont différents, et dans les grottes, c'est pareil. En fait, chaque grotte, elle a son histoire. Et donc, ben, c'est un peu comme vous. Si je discute avec chacun d'entre vous, vous avez des histoires différentes, et vous êtes tous aussi importants les uns que les autres. Donc, en fait, j'allais dire, pour répondre quand même à ta question, donc, en fait, toutes les grottes, elles ont beaucoup, beaucoup d'intérêt. Peut-être c'est la grotte Chauvet, que je vous ai montrée à la fin, qui est celle qui m'a le plus ému. Parce que vraiment, dans cette grotte, vous avez des dessins qui sont tellement beaux. Vous voyez les chevaux comme ça qui sont bien dessinés, que presque on ressent que la personne qui l'a dessiné, elle était là hier. Donc il y a une sorte de proximité avec ces populations qu'on ne peut pas connaître puisqu'elles étaient là il y a 30 000 ans. Mais elles sont toutes proches. Donc ça crée beaucoup d'émotions. Donc c'est peut-être celle-là que je préfère. Bonjour. Bonjour. Vous restez combien de temps dans les grottes? Alors ça dépend ce qu'on va faire. En fait, des fois, quand on fait on va dire des travaux scientifiques, on va aller, on peut par exemple travailler pendant 1 mois ou 2 mois dans une grotte, mais on rentre le matin et on ressort le soir. Donc on va rester 5-6 heures dans la grotte. D'accord? Mais des fois, quand on fait des explorations spéléologiques, donc là, qu'on va aller explorer, et bien des fois, on peut partir plusieurs jours sous terre. Donc on prend avec nous pour dormir, pour faire à manger, etc., etc. Donc là, on peut passer plusieurs jours sous terre. Et c'est très particulier comme expérience. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dehors. Et quand on est dehors, on voit le jour, on voit la nuit, on voit le matin, on voit le soleil qui se lève, on voit le soleil qui se couche. Donc on a une conscience du temps qui passe. Mais dans une grotte, comme il fait tout le temps noir, on ne voit pas le temps passer. Et ça, c'est une expérience qui est très particulière. D'ailleurs, il y a un monsieur, une fois, qui restait dans une grotte pendant 300 jours. C'est presque une année. Et en fait, c'était pour voir un petit peu comment... C'était une expérience pour voir un petit peu comment on pouvait vivre en dehors du cycle du Soleil et de la Lune, et de voir comment notre organisme fonctionnait. En fait, c'était un travail qui était fait avec les gens de la NASA, c'est-à-dire les gens qui vont travailler ensuite, qui vont faire des explorations sur la Lune ou dans l'univers, pour voir comment on pouvait vivre sans horloge, on va dire, juste avec une horloge qui est interne, intérieure de nous, mais pas une horloge qui est commandée par le Soleil. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Comment vous faites pour reconnaître l'âge des dessins? Alors, c'est encore une excellente question. Alors, les dessins, vous avez vu qu'on a des dessins qui sont, par exemple, ici, des dessins qui sont rouges et des dessins qui sont jaunes, vous voyez, sur l'écran. Ça, ce sont des dessins qui sont faits avec de la poudre qui était faite à partir de la roche. Ils ont pris des roches rouges, qu'on appelle de l'ocre, ils l'ont écrasé, ils ont fait de la poussière avec ça, et puis à partir de ça, ils ont fait comme de la peinture, et puis ils ont dessiné avec ça. Ça, c'est des choses qu'on ne pourra jamais dater, parce qu'on n'a pas les méthodes pour pouvoir le faire. Donc en fait, ce qui va nous sauver la vie, ce sont ces peintures qui sont faites ici avec du charbon de bois, comme des fusains. Vous savez ce que c'est que des fusains? Non. Des crayons à papier. Oui. Des crayons à papier avec des mines carbone comme noires, là. Je ne sais pas comment on dit, excusez-moi. J'ai pas toujours... Et donc ça, eh ben, c'est fait avec du charbon. Et le charbon, on va pouvoir le dater. Donc on va dater le charbon qui a été posé là. C'est une technique un peu compliquée qu'on appelle le carbone 14. Mais on sait que
quand on va mettre... imaginons qu'aujourd'hui, je fasse un trait noir sur la paroi. On va dire que ça, c'est aujourd'hui. Eh ben, ce carbone, petit à petit, va se désagréger de carbone 14 à carbone 13. En fait, bon, c'est comme ça, c'est une technique un peu compliquée. Et c'est ça qui va nous permettre de dater. Voilà. Mais on date finalement pas grand-chose, juste les peintures qui sont noires. Et puis aussi les ossements qu'on va trouver dans les fouilles. Ça, on peut voir des datés. Oui, on va prendre les 2 dernières questions. C'est vous qui avez trouvé les dessins en premier dans les grottes? Non, moi, je n'ai pas trouvé les dessins en premier. Non. J'aurais bien aimé, mais non. T'as perdu des pièces, non? La dernière, du coup. Ah, d'accord. La dernière, Est-ce qu'on peut trouver des grottes dans Paris? Est-ce qu'on peut... Trouver des grottes dans Paris? Alors, dans Paris, on ne va pas trouver de grottes. On va trouver... Bon, on va avoir des tas de galeries qui sont sous terre. Vous le connaissez, c'est le métro. Après, on va avoir aussi des tas de galeries qui ont été creusées à un moment donné dans la roche qui est sous Paris. Sous Paris, on a une roche qu'on appelle la craie, hein, et qui est une roche qui se creuse assez facilement. Et en fait, cette roche, elle avait été creusée pour plein de choses, notamment à un moment donné pour faire des champignons. Hein, donc, pas pour faire des champignons, pour cultiver des champignons. Et puis après aussi pour d'autres choses. Après, c'était des carrières souterraines. Et puis aussi sur toutes ces carrières, avant de faire les champignons, c'est tout sur les carrières qui avaient c'était surtout pour prendre de la pierre, parce que la craie, c'est une pierre qui est claire et qui est très très facile à tailler. Et donc, ça va être très très facile de faire des pierres pour construire les maisons. Donc, il y a beaucoup de maisons à Paris qui sont faites à partir de cette craie, mais qu'on a été prendre sous terre. Donc, sous Paris, il y a des tas de galeries souterraines, mais elles sont toutes été creusées par les hommes. Il n'y a pas de grottes naturelles sous Paris. Enfin, moi, je ne les connais pas, du moins. merci beaucoup. Je crois qu'on peut l'applaudir. Merci. Merci pour tous ces renseignements. Merci. Voilà. Moi, je pense qu'on peut aussi vous applaudir parce que vous avez été vraiment super. C'était vraiment à vous. Donc, bravo. Et j'espère surtout que ça va vous donner envie un jour d'emmener vos parents pour aller voir des grottes, dire « Ah tiens, il y a des grottes qu'on peut visiter, là j'ai vu ça », d'y aller. Et puis aussi peut-être de faire ce métier qu'on appelle la spéléologie. Vous allez voir, c'est un très 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 beau métier. Voilà. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.